Donc Éric Verdier, je suis psychologue communautaire, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions qu'il y a entre un individu, enfin non pas un individu, mais tous les individus qui composent un groupe. Et ce groupe, quand il fonctionne bien, on l'appelle une communauté. Donc par définition, le psychologue communautaire, il s'intéresse aux mécanismes qui permettent à un groupe d'éviter les phénomènes de bouc émissaire et de fonctionner avec des valeurs incarnées. Le grand truc, là, toi tu parles de triangle de l'abus. Est-ce que tu pourrais essayer de le définir en moins de 3 minutes? Oh putain, Ah non, on peut pas dire oh putain. ah merde, Ah merde, non plus. non plus. Oh là là. En moins de 3 minutes, le Ouais. triangle de l'abus. En moins de 3 minutes, je pense que le mieux, c'est de parler du rapport à la norme et de la peur. Alors, le triangle de l'abus, en fait, ça caractérise les trois postures qui sont endossées en fonction de la relation qu'on peut avoir à une norme, la norme d'un groupe, quand cette norme nous caractérise. Pas quand on s'en écarte et qu'on estime que cette norme, elle doit changer et qu'elle n'est pas bonne, mais quand on estime que cette norme, elle ne doit pas bouger. Donc la première posture qu'on appelle celle du bouc émissaire, c'est celui ou celle qui est rejeté par la norme. Alors, ça peut fonctionner avec un individu, mais ça peut aussi fonctionner avec un groupe d'individus, parce que c'est autant au niveau micro qu'au niveau macro. Et donc être rejeté par la norme ou être rejeté par les normes, parce que souvent il y en a plusieurs, ça parle essentiellement des normes implicites, parce que l'avantage des normes explicites, c'est qu'on peut les combattre, alors que les normes implicites, elles s'imposent à soi sans qu'on les connaisse. Juste, on peut les percevoir ou pas d'ailleurs. Et celui ou celle qui est rejeté par les normes, il n'est pas forcément harcelé, il est avant tout isolé. Et il y a plein de façons, mais plein de façons de faire comprendre à quelqu'un qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas dans la norme. Et ça veut dire aussi que celui qui est en posture ou celle qui est en posture bouc émissaire, en fait, il est lui-même acteur de ce rejet de la norme. C'est-à-dire que lui-même ou elle-même ne se sent pas y appartenir, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'elle est. Et on pourrait dire que la bouc émissaire, ou enfin, voilà, garçon ou fille, c'est quelqu'un qui n'est pas soluble dans la norme. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la personne qui, on va prendre l'exemple d'un jeune par exemple, hein, qui mange tout seul et qui n'est jamais choisi. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire l'honneur de le discriminer, on ne va pas lui faire l'honneur de le harceler, parce que c'est déjà le reconnaître. C'est surtout quelqu'un qui est ignoré en fait et qui n'intéresse personne, qui est mis de côté. Et la première façon de signifier à quelqu'un qui n'appartient pas à la norme, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Voilà, et ça je trouve que c'est un exemple qui est intéressant à donner parce que sinon on est focalisé sur le harcèlement et le harcèlement en fait c'est qu'un tout petit bout du phénomène. Alors la deuxième posture c'est celle qu'on appelle normopathe. Donc c'est la posture, donc encore une fois posture ça veut dire que c'est pas ce qu'est la personne, hein, mais c'est ce qui va caractériser à un moment donné ce qu'incarne cette personne. Et donc la posture du normopathe ou de la normopathe c'est le fait d'être identifié à la norme ou d'être identifié aux normes. Mais identifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si la norme est bonne ou si elle n'est pas bonne. Juste, on est normal, quoi. Juste, on correspond à cette norme, quoi qu'il arrive. Et là où la première posture bouc émissaire se pose en termes d'être, c'est-à-dire qu'on est bouc émissaire, normopathe, ça se pose en termes de faire. On fait le normopathe, c'est-à-dire qu'on fait ou on ne fait pas ce qui doit être fait ou ce qui ne doit surtout pas être fait pour rester dans la norme. Un exemple. Un exemple, oui. Bon, je vais donner cet exemple-là, c'est celui qui me passe par la tête. Mon premier ouvrage s'appelle Homosexualité et suicide. J'avais rencontré des gens qui, à mon sens, pas forcément au leur, incarnaient l'homophobie. Par exemple, un jeune homme qui me dit moi, les homosexuels, ça ne me dérange pas tant qu'ils ne m'approchent pas. Et à la fin de l'interview, je lui avais dit, ok, juste pour mieux comprendre en fait de quelle position vous parlez, est-ce que vous êtes hétérosexuel? Il m'avait répondu, bah non, je suis normal. Voilà, donc ça pour moi c'est un bon exemple de normopathie, c'est-à-dire que c'est quoi qu'il arrive, je suis normal, et finalement si je suis discriminant, c'est pas un problème puisque c'est la norme. Et du coup, alors le troisième. La troisième posture, c'est nous ce qu'on appelle la posture perverse. Alors pourquoi posture perverse? Parce qu'en fait, la perversité, c'est pas le pervers narcissique dont on parle tout le temps. C'est pas une structure, hein. Éventuellement, ça peut l'être, mais moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que la posture perverse, c'est avant tout ce qu'on fait tous et toutes, c'est notre humanité.
On pourrait même dire que ça vient de notre animalité, puisque la dernière conférence que j'ai faite, il y a une dame qui est venue voir et qui m'a dit en fait, je pense que les poules, elles sont perverses parce qu'il y en a toujours une qui prend pour les autres. Donc la posture perverse, c'est abuser de la vulnérabilité d'autrui et en jouir. Un exemple. Et donc ça veut dire au passage, excusez-moi, je vais un peu trop vite en besogne, ça veut dire au passage que quand on est en posture perverse, on utilise la norme. On n'est pas victime de la norme comme le bouc émissaire, on n'est pas non plus identifié à la norme puisqu'on a besoin de s'en servir et de duper les témoins pour pouvoir jouir finalement. Donc c'est celui ou celle qui va utiliser la norme à son profit pour pouvoir abuser de celui ou celle qui n'est pas dans la norme. Et la jouissance ne vient pas simplement de l'abus, je pense que la jouissance de l'abus elle est secondaire. La vraie jouissance, elle vient du fait de duper la norme comme si on était tout puissant. Une fois, en établissement scolaire, on présente ces trois postures, bouc émissaire, normopathe et pervers, et il y a une adulte du groupe qui dit oui, bouc émissaire, je comprends, normopathe, je comprends, et puis les jeunes qui étaient là, ils adhéraient d'ailleurs, elle dit mais pervers, ça ne me va pas, c'est beaucoup trop violent, donc moi je pense qu'on va redéfinir le triangle de l'abus, on va l'appeler le leader négatif. Alors, nous, on trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, on enlève, enfin, c'est pas du tout la même notion, quoi. On enlève justement plein de notions quand on parle de leader négatif. Et lorsque le programme est présenté, c'est du programme Sentinelle et référent, lorsqu'il est présenté à l'ensemble de l'établissement, donc la personne en question, l'adulte qui explique le modèle, hein, donc il y a le bouc émissaire, il y a le normopathe, il y a le leader négatif. Et il y a un petit bout de chou de sixième qui est à côté d'elle, qui l'interrompt et qui dit non, c'est le pervers car il jouit. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que si on enlève la notion de jouissance au sens d'avoir un bénéfice, c'est pas uniquement une jouissance au sens sexuel, c'est avoir un bénéfice, garder un statut, un privilège, un bien matériel, un bien financier. En tout cas, c'est avoir un bénéfice que l'autre n'a pas. Alors ces trois postures, on peut les voir aussi de manière comportementale. La posture bouc émissaire, c'est la posture de quelqu'un qui se soumet à une norme qui lui fait violence. Et cette soumission, elle peut aller jusqu'à la paralysie. C'est-à-dire que, par exemple, le jeune ou la jeune qui sort avec ses harceleurs, en fait ceux qui se moquent de lui, et qui, quand on lui dit, en fait, il se moque de toi, non, non, mais c'est mes copains, et qui fait un grand sourire, pour moi, il est dans la paralysie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas se permettre de dire ce qu'il ressent, en tout cas comme ça, face aux autres. Et donc il est complètement paralysé dans sa soumission et il fait comme si c'était pas grave. Alors qu'au fond, peut-être que le soir, il s'effondre en larmes quand il est tout seul dans son lit. La deuxième posture, le normopathe, est associé à la fuite. C'est-à-dire que ceux ou celles qui sont en posture normopathe vont de toute façon trouver un moyen pour fuir leurs responsabilités ou plutôt cette part de leur responsabilité qui consisterait à dire quand on est témoin d'un abus, on intervient. Quand on est témoin d'un abus, on ne fait pas comme si on ne voyait pas, on n'entendait pas et on n'avait rien à dire, hein, comme le singe qui se cache les yeux, les oreilles et la bouche. Donc autrement dit, la posture normopathe, avec parfois des argumentations extrêmement élaborées, ça correspond à il y a un problème, j'en suis témoin, je fuis. Et enfin, la troisième posture, celle de la posture perverse, donc, au niveau comportemental, ça correspond à l'attaque. C'est-à-dire que même si l'attaque, c'est pas uniquement intimider, hein, ça peut être plein d'autres choses. On peut attaquer avec des grands sourires, avec des soi-disant des mots gentils, mais en fait, on est juste en train de mettre quelqu'un mal à l'aise. Il ne peut pas s'en sortir autrement quand il est en posture perverse ou quand elle est en posture perverse. On ne peut pas s'en sortir autrement qu'en attaquant celui qui est plus vulnérable, celui justement dont on va abuser et qui va nous donner une jouissance quand les autres seront témoins et dupes. Et bien ces trois caractéristiques comportementales, la soumission, la fuite et l'attaque, ce sont, chez les mammifères que nous sommes, en fait, dans tout le règne animal, ce sont les trois réactions à la peur. Quand il y a un prédateur, un animal, s'il a le temps, il fuit. S'il n'a pas le temps, il se soumet, voire jusqu'à faire le mort, comme le font les chèvres, là, en se retournant. Et puis évidemment, s'il n'y a pas d'autre solution, si ni la fuite ni la soumission n'ont fonctionné, il va attaquer, même s'il n'a pas les moyens. S'il a des tout petites griffes et des tout petites dents, il va quand même attaquer puisque c'est le dernier refuge. Ce qui montre au passage que la posture perverse, c'est une posture de survie et qui est donc la dernière in fine. Et peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est que si on est bouc émissaire, si on fait le normopathe, on a une posture perverse, au sens où on protège un avoir, qui est l'avoir qui correspond au pouvoir, qui correspond à la domination qu'on exerce sur l'autre. J'entends souvent dire, on entend dans les établissements scolaires ou dans la vie en général que le bouc émissaire, il a bien cherché, quoi. Est-ce que tu peux parler de cette notion du il a bien cherché? Est-ce que tu penses que
C'est possible ou pas? Alors c'est plus que possible, c'est fréquent. C'est-à-dire que ce qu'on m'a raconté énormément de jeunes et aussi beaucoup d'adultes qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés et qu'in fine, celui qu'on avait puni, c'était pas le bon, ou qu'en conseil de discipline, on n'avait pas envoyé le bon. Et du coup, ça avait accentué le problème. J'ai même entendu des personnes dire qu'ils aimaient beaucoup la méthode de la préoccupation partagée, mais quand on se trompe et qu'on demande à la victime de se préoccuper de son auteur, en fait, on recule plus qu'on avance. Donc, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que très souvent, la façon dont le bouc émissaire traduit ce qu'il est en train de vivre, ça peut nous faire passer, ça peut le faire passer pour l'auteur. Alors j'ai deux trucs à dire, enfin j'en ai plein, mais deux notamment qui sont à mon avis une première approche du phénomène. La première chose, c'est que on pourrait dire que l'agressivité du bouc émissaire, elle est multidirectionnelle, alors que l'agressivité du pervers, elle est unidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on choisit une cible et qu'on est agressif, violent, qu'on attaque ou qu'on humilie la personne qui est toute seule et qui est isolée du groupe, hein, là pour le coup c'est clair, c'est la posture perverse, j'en ai parlé avant. Par contre, quand on agresse tout le monde hein, et qu'on réussit à se faire rejeter de tout le monde, y compris de ceux qui sont censés nous protéger, autrement dit les adultes quand on est un jeune, ben en fait on est bouc émissaire, puisqu'en fait on ne fait de mal à personne d'autre qu'à soi-même. Ce comportement-là, il m'a été expliqué plein de fois par des jeunes, plein de fois, tellement de fois que c'est devenu pour moi un réflexe. Quelqu'un qui se fait rejeter de tout le monde, c'est un bouc émissaire, c'est une évidence pour moi. Pourquoi? Parce que comme me l'ont dit plein de jeunes, au début, on m'a mis à l'écart, on m'a rejeté parce que j'étais pas comme les autres, mais j'avais rien fait. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est très humiliant parce que ça veut dire que du coup, je n'ai pas le droit d'être qui je suis. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à justifier pourquoi j'étais rejeté. Et donc j'ai fait plein de choses hein, qui ont débouché sur le fait qu'on allait me détester, qu'on allait me rejeter. Et finalement, un jeune m'a dit, tu vois Eric, maintenant je contrôle le processus. C'est-à-dire qu'au début, voilà, c'est pour ce que j'étais, j'ai pas compris pourquoi, j'avais pas les codes, j'étais pas au courant de la norme implicite. Maintenant, en 10 minutes, tout le monde me rejette, aucun jeune dans l'établissement ne peut me supporter, aucun adulte ne peut me supporter aussi, tout le monde me dit que c'est de ma faute, et ben je souffre moins.